Chaque année, le parc instruit une trentaine de demandes d'autorisation pour des manifestations sportives. Le 16 janvier, le parc a réuni à Quézac les organisateurs de ce type d'événement pour une journée d'échange et de partage. L'objectif, renforcer le dialogue et promouvoir des manifestations en accord avec les valeurs du parc. Cette rencontre a notamment permis de mettre en lumière des initiatives inspirantes et de rappeler les bonnes pratiques permettant de concilier sport et préservation des patrimoines. Le 23 janvier, le président du Parc national, Stéphane Morin, a présenté ses vœux à l'occasion d'une cérémonie. L'année 2025 débute dans un contexte un peu particulier. Tout d'abord, je voulais évoquer la situation politique complexe dans laquelle nous sommes. Et rien ne vous aura échappé, notamment sur l'absence du budget. Malgré une ambiance politique nationale qui met ces derniers temps les politiques de préservation de l'environnement au second plan, nous pouvons quand même nous féliciter d'une dynamique locale portée par tous les acteurs que vous représentez aujourd'hui, autour d'un projet ambitieux pour le territoire du Parc national Cévennes, qui démontre au quotidien que préservation du patrimoine et vie économique peuvent être compatibles et durablement. La forêt de Rocanty est une propriété de l'établissement située à proximité du cœur de parc sur le Causse Méjean. Elle se compose en grande majorité de pins noirs d'Autriche. D'une plantation monospécifique, le parc souhaite la transformer en une forêt vivante et diversifiée, riche en biodiversité. Pour cela, une opération de martelage a été effectuée avec l'ONF en vue d'identifier les arbres qui seront coupés à l'automne, en moyenne 1 sur 10. L'objectif est à terme d'optimiser la croissance des arbres d'avenir et de favoriser la régénération naturelle de cette forêt. Dans le cadre d'un partenariat entre les Scènes Croisées de Lozère, la Jeunette Verte, l'Institut Agro et le Parc, les artistes du collectif Escandard ont passé une semaine en résidence à Florac. Ils sont allés recueillir les témoignages des habitants sur leur quartier, leur environnement, leur vie, leurs peurs, mais aussi leurs rêves pour changer le monde. Toutes ces paroles ont donné lieu à une lecture théâtralisée et musicale, le tout illustré par des photos. On va simplement rendre compte des imaginaires au pluriel d'un lieu, des personnes qu'on a rencontrées. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'avoir effectivement des gens très différents, de tous les âges, de tous les horizons, et pour voir à quel point il y a une richesse des imaginaires dans le monde d'aujourd'hui, de rapport à la nature, de rapport au vivant, de rapport à la ville. Donc il n'y a pas vraiment de technique, c'est simplement de se dire comment on part vraiment d'un endroit de vie et comment on imagine ce que ça pourrait être, ce que ça pourrait devenir. Nous, on note tout ce que la personne nous dit, on n'enregistre pas. Et ensuite, dans un deuxième temps, en fait, ça dure 3 jours. Donc c'est aussi vraiment en fonction de ce que la personne nous dit qu'on va trouver une forme qui pourra rendre compte de ces échanges. L'intérêt aussi après pour nous, c'est d'à la fois d'être au plus juste de ce qu'on a pu entendre et en même temps de travailler une forme théâtrale, poétique qui raconte quelque chose de singulier. Dans un contexte d'augmentation de la prédation des troupeaux par le loup, l'établissement a organisé 4 demi-journées d'échange sur les chiens de protection. Elles se sont déroulées dans des exploitations agricoles sur chacun des massifs et ont rassemblé une trentaine d'éleveurs et d'éleveuses. Organisées en partenariat avec l'Institut de l'élevage, ces journées avaient pour but de répondre à plusieurs questions sur le rôle et le comportement d'un chien de protection, le choix du chiot, son introduction dans le troupeau ou encore la gestion de ce gardien au quotidien. Le 25 avril, une trentaine d'administrateurs du Parc national ainsi que des membres du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel de l'établissement ont participé à une journée d'information et d'échange sur le loup. Après une matinée de présentation en salle, au pont de Montvert, une visite de l'estive du groupement de l'Aubaret a été organisée à Masméjean. Particulièrement prédaté lors des précédentes années, le groupement pastoral a fait l'objet d'un diagnostic de vulnérabilité par Sistol, une entreprise spécialisée et agréée par l'État, afin d'améliorer le dispositif de protection du troupeau qui compte 1 millier de brebis. Cette journée a été très appréciée par l'ensemble des participants. De nouvelles journées pourraient être organisées sur ce sujet, mais aussi sur d'autres thématiques. Le sentier de Nîmes-le-Vieux se situe en bordure du Causse Méjean. Il chemine au milieu de blocs rocheux nés de la dissolution du calcaire dolomitique.
Son interprétation, qui a été entièrement renouvelée, conduit le visiteur dans les profondeurs du Causse. Le nouveau sentier de Nîmes-le-Vieux permet de valoriser l'étude hydrogéologique qui s'est déroulée sur le Causse Méjean. On suit un personnage qui est Karstine, une petite goutte d'eau, puisque le parcours permet de découvrir justement comment l'eau circule dans le Causse et comment elle façonne cette roche qui est principalement de la dolomie, donc c'est une roche calcaire avec un peu de magnésium qui la rend un peu plus dure. Puis il y a 6 panneaux qui ponctuent le parcours et qui permettent d'illustrer ces questions géologiques qui ne sont pas faciles à comprendre. Et donc à travers des schémas, on peut mieux comprendre la formation géologique du chaos de Nîmes-le-Vieux. Et entre ces panneaux, on peut aussi passer du temps à découvrir les rochers qui ont des formes assez féeriques. Hein, on est à la fois sur du contenu scientifique, mais on laisse aussi une large part à la découverte plus poétique du site. Le 15 mai, 80 élus et techniciens communaux ont participé aux rencontres de l'urbanisme rural. Elles avaient pour thème « Aménager des espaces publics de qualité, vecteur de lien social dans nos communes ». Elles ont été organisées par le Parc national, le PETR Sud-Lozère et le CAUE de Lozère, à l'Institut Agro de Florac. Les participants ont partagé leur expérience grâce notamment à la présence du collectif de paysagistes L'Atelier Bivouac et de l'architecte urbaniste Simon Tessou. Une table ronde a rassemblé des élus de Vialas et de Saint-Alban-sur-Limagnole, ainsi que les artisans bâtisseurs en pierre sèche et un pépiniériste végétal local. Dans le cadre d'une convention de partenariat entre l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier et le Parc national, une thèse a débuté sur les tourbières des Nassettes et du Pesquio sur le mont Lozère, ainsi que sur le site Natura 2000 de la Combe des Cades à Ispagnac. Objectif, caractériser la pression anthropique sur ces milieux remarquables. Donc mon sujet d'étude, c'est les tourbières des marges méridionales du Massif central, dont les Nassettes, donc dans le parc national des Cévennes, sur le mont Lozère. Et donc mon but, c'est de retranscrire l'histoire de la végétation grâce à l'étude du pollen qu'on extrait de carottes de tourbe. Mais mes problématiques principales sont comment caractériser l'impact anthropique sur les tourbières à l'échelle très locale et voir comment ces impacts peuvent se retranscrire sur la végétation. Alors c'est important de retranscrire l'histoire de l'impact humain quand on veut s'intéresser notamment à l'aspect conservatoire des tourbières, parce que connaître la réaction des tourbières aux impacts anthropiques passés permet de mieux prédire dans le futur comment elles vont réagir à un impact anthropique actuel ou même futur, et donc de mieux prendre en considération ça pour des actions de gestion et de conservation. Le syndicat des Hautes-Vallées Cévenol et le comité citoyen ad hoc ont été désignés lauréats 2024 des Trophées du Parc. Un prix de 4 000 € leur a été attribué pour mener à bien leur projet. Durant une semaine, les habitants des vallées Cévenol ont été invités à tester les véhicules légers de l'association milavoise INVD. À disposition ces véhicules intermédiaires à des habitants de notre territoire qui ont pu le tester sur leur trajet du quotidien. Donc on a essayé d'avoir un panel un peu représentatif de gens qui ont des enfants, de gens qui doivent transporter du matériel, de gens qui habitent à côté d'Alès, à côté de la ville, d'autres qui sont vraiment presque sur de la piste. Très fière d'accompagner ce projet et de soutenir tous ces citoyens qui se sont mobilisés. Et ça démultiplie, je trouve, les capacités de déplacement. J'imagine que je peux faire des trajets que je ne ferais pas à vélo, quoi. On peut sortir, on peut aller aux activités, ouais. On fait faire des balades le mercredi, et le dimanche et le samedi. Gîte incontournable de l'Égoile, Air de Côte accueille à nouveau les visiteurs. Il était fermé depuis 3 ans pour cause d'importants travaux de modernisation. Sa réouverture, prévue initialement en 2024, a été reportée en raison du manque d'eau disponible sur le site. Des solutions innovantes ont été trouvées afin de permettre un accueil optimal des randonneurs tout en préservant la ressource en eau. Confort et sobriété sont désormais au rendez-vous. À l'origine, on a lancé des travaux à Air de Côte pour remettre un peu le gîte aux normes et le moderniser.
Donc aujourd'hui, on se retrouve avec 3 dortoirs qui ont entre 6, 8, 10 places et 4 chambres individuelles qui vont de 2 places pour des couples à 4 places pour des petites tribus, des petites familles ou des groupes d'amis. Plus on a un studio appartement qui peut se louer en toute autonomie avec une cuisine, une chambre et un petit salon. On a fait ces travaux pour que le gîte réponde plus aux demandes des nouveaux itinérants, à plus de confort, que ce soit plus agréable. En lançant les travaux pour les étés 2021 et 2022, on s'est aperçu que la source du Pouzet, sur laquelle on puisait l'eau du gîte depuis très longtemps, arrivait à être quasi en état de sécheresse. Et face à ce constat, on s'est dit qu'il fallait revoir les équipements du gîte qu'on avait prévus et qu'on allait diminuer la consommation d'eau des visiteurs au maximum en essayant de trouver ce point d'équilibre entre consommation responsable et confort. On a trouvé des modèles de toilettes sèches assez modernes qui permettent d'économiser de l'eau. On a des modèles de douche économes où on peut maîtriser à combien de litres et combien de débit on donne aux personnes. Évidemment, tout le reste qui devra être super économe, donc à savoir les robinets qui ont un faible débit. Puis après, ça va être de la gestion courante dans la cuisine, dans le nettoyage, d'être le plus économe possible. Et pour ça, on fait confiance à nos nouveaux gérants. Nous, ce qu'on va offrir ici, c'est du confort dans une situation en fait, où il n'y a pas vraiment autre chose proche. Donc on va travailler avec des produits de qualité, c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse. Pour nous, c'est plus important en fait, de travailler avec ce qui est local. On a envie d'offrir quelque chose qui puisse convenir à tout le monde, donc du bivouac à la chambre d'hôte, il y a vraiment toutes sortes de possibilités en passant par les dortoirs. Enfin voilà, il y a des possibilités de moduler au niveau des tarifs et du confort. On espère pouvoir s'adapter ainsi en fait à toutes les personnes qui désirent faire une halte ici parce qu'il n'y a pas d'autre choix en fait. En fin d'année 2024, le territoire du parc s'est agrandi suite à l'intégration de 2 nouvelles communes gardoises, Vabre et Saint-Félix-de-Palières. Le 5 juillet, un événement célébrant leur adhésion s'est déroulé dans chacun des villages. Pour matérialiser cette adhésion, des panneaux ont été installés à l'entrée des 2 communes. Des visites ont été organisées pour découvrir leur patrimoine et rencontrer des maraîchers. Cette adhésion apporte à notre commune une image valorisante, mais aussi une vitrine de référence pour nos artisans et nos professionnels. De faire partie de cette grande famille du Parc national des Cévennes est un plus en matière d'ingénierie, de solutions en adéquation avec notre territoire. La biodiversité propre à notre environnement est un atout précieux pour lequel nous n'avons pas attendu de faire partie du parc pour préserver et valoriser la faune et la flore de notre village. Le fait d'apposer ce panneau à l'entrée de notre village n'est que la première pierre du travail qui nous attend pour bâtir et consolider notre adhésion au parc. Nul doute que nous allons nous y employer avec passion et détermination dans les années à venir. Merci à tous, passez une bonne journée. C'est une prospérité pour le village en termes de aussi sa reconnaissance, surtout parce que Saint-Félix a connu des périodes un petit peu difficiles avec les histoires de pollution qui ont un peu terni son image. Et en plus parce que il n'y avait pas de raison qu'on n'y soit pas. Géographiquement, on fait partie du parc. On est engagé dans les questions de biodiversité. On est en train de monter un plan local d'urbanisme qui protège l'ensemble de nos hameaux pour qu'ils ne soient pas dénaturés. Et en même temps, on a envie que la population arrive. Donc on est en train on va construire des logements dans les années qui viennent. On va construire des logements. Mais on fera surtout pas, par exemple, des lotissements. Voilà, être dans le parc, c'est nous obliger à faire attention à la biodiversité, à faire attention comment on construit et comment on respecte notre nature, quoi. Chaque été, elles font leur retour. Cette année, ce sont 128 animations qui ont été réalisées sur l'ensemble du territoire et qui ont rassemblé 2895 participants.
Ces animations gratuites permettent de découvrir la biodiversité, le patrimoine architectural, un métier, mais également d'admirer des œuvres d'art. C'est le cas sur la voie verte entre Gagnères et Saint-Paul-le-Jeune. La communauté de communes Cèze-Cévennes a implanté un parcours pédagogique où s'exposent des fresques des artistes du Miaou, le musée intercommunal d'art ouvert et urbain. Et ces œuvres d'art ont été réalisées par des artistes du collectif Miaou. Il y a eu une rencontre entre les artistes et les agents du parc national des Cévennes. Et en fait, de cette rencontre sont nées les œuvres qu'il y a derrière moi. ADEC qui a rencontré, alors là ça n'a pas été une rencontre physique, mais ils sont eu longuement au téléphone avec David Hennebo, qui est un garde-moniteur qui travaille sur le secteur. Et ils ont parlé longuement de la fougère Osmonde Royale. Voilà. On a aussi la Jeunette, ça c'est Philippe Argou qui est technicien forêt au parc qui a rencontré l'artiste Margot. Margot qui elle-même était une artiste qui a été guide naturaliste. Et on a aussi le petit osmoderme là-bas, le pic prune. Pareil, ça c'est le technicien forêt. Et puis on a la technicienne agri Viviane du parc qui a rencontré un artiste qui s'appelle Anselme et ils ont évoqué entre eux la culture du châtaignier. Le Castellas à Saint-Laurent-de-Trèves est un site historique pour la paléontologie. C'est ici qu'ont été découvertes les premières empreintes de dinosaures dans les Grands Causses. Classé depuis 1966, le site n'avait jamais fait l'objet de fouilles. Après 4 jours de chantier, 50 nouvelles empreintes de dinosaures tridactyles ont été mises au jour, mais le site a révélé d'autres vestiges. Et en cherchant les empreintes de dinosaures, on s'est mis à découvrir des restes archéologiques. Il y a plusieurs murs qui ont été dégagés, il y a un dallage et tout un tas d'objets, des céramiques, des ossements, plein de petits objets archéologiques qui nous permettent de comprendre un peu mieux justement l'histoire du Castellas. Et là c'est extrêmement intéressant parce qu'on se retrouve sur un site où on fait cohabiter archéologues et paléontologues et on travaille sur des objets qui ont 200 millions d'années d'écart. Le parc a reconduit son étude pour mesurer l'effet de la pollution lumineuse sur la biodiversité nocturne et plus particulièrement les insectes. Au Villaret, sur le Causse Méjean, des pièges ont à nouveau été placés sous des luminaires LED de températures de couleurs différentes. Ils ont été allumés durant 8 nuits afin d'évaluer leur impact sur les invertébrés nocturnes. Les résultats sont attendus l'année prochaine après un nouvel été de mesure. S'agissant du volet sensibilisation, le Causse Méjean a accueilli cet été 2 expositions photographiques de Guillaume Canat et Carole Reboul, ainsi qu'une conférence sur les aurores boréales. À l'initiative de la commission patrimoine culturel de l'établissement, des journées annuelles de transmission sur l'histoire des Cévennes sont proposées aux agents du parc. Elles ont pour objectif d'étoffer les connaissances des agents dans l'exercice de leur mission de protection et de sensibilisation. Le 9 septembre, une randonnée sur le site Camisard des Trois Fayards a été accompagnée par l'historien Henri Mouisset et la présidente de la commission Isabelle Fardoujouve. D'autres thématiques et périodes historiques seront prochainement abordées. Un nouveau magazine a vu le jour, L'Esquirole. Il est réalisé par et pour les enfants des écoles du territoire. Coloré, vivant et collaboratif, ce premier numéro a été conçu au fil de l'année scolaire dans le cadre du programme J'apprends avec le parc. Les élèves y partagent leurs découvertes, leurs dessins, leurs histoires et leurs observations de terrain. La 7e édition de la Journée avec le parc s'est déroulée au Vigan le 11 octobre. Organisée avec la municipalité et de nombreux acteurs locaux, elle a remporté un beau succès. La halle du marché abritait une dizaine de stands présentant les missions du parc et celles de ses partenaires. Au cours de l'après-midi, le public a participé à une balade en bordure de l'art, une lecture théâtralisée proposée par le collectif Petit Pois Princesse sur le changement climatique a été proposée au public. À l'occasion de l'exposition Buxbaumia de Cédric Gerbehet, le public a assisté à un dialogue entre le photographe et Cyril Rombaud, garde-moniteur du parc, qui l'a accompagné lors de ses missions en forêt. Un apéro-débat a également permis au public d'échanger avec la direction de l'établissement.
Alors cette année c'est particulier parce qu'effectivement on a décidé de collaborer avec la commune du Vigan et nos partenaires pour créer un événement mutualisé. Donc, ça s'appelle le Vigan Fête la Nature. Et donc on a plusieurs événements qui sont regroupés sur un même week-end et on est très heureux de pouvoir porter un certain nombre de messages ensemble et de pouvoir rencontrer les habitants ensemble. Alors l'objectif pour le parc, c'est vraiment d'aller à la rencontre des habitants, de pouvoir vraiment présenter, montrer quelles sont les missions du parc, valoriser un peu notre territoire, notre patrimoine, nos partenaires aussi. Et puis sensibiliser sur tous les sujets que l'on porte et les messages que l'on porte. Au cours du week-end, le parc a également participé à la fête de la forêt qui s'est déroulée à l'Espérou. Le 18 octobre, une seconde édition de la fête de la châtaigneraie de l'Hérole a été organisée en partenariat avec la municipalité d'Aumessas. Au programme, un atelier photo proposé par Images Singulières, un spectacle ornitho-artistique, Auxels par la compagnie Une araignée au plafond, une dégustation de soupe et la visite de la châtaigneraie en compagnie d'un arboriste. Le 13 novembre, le conseil d'administration a voté la reconduction de la charte du territoire pour une durée de 15 ans. Cette année a été consacrée à l'évaluation finale de son application. Il s'agissait de déterminer si la charte devait être révisée, modifiée ou reconduite. L'évaluation a été confiée au bureau d'études BRLI. Les données ont été récoltées grâce à des enquêtes, des réunions, des ateliers et des entretiens auprès de nombreux acteurs. Les élus, les agents et membres des instances du parc, des professionnels, les partenaires institutionnels et associatifs de l'établissement. Dans ses conclusions, BRLI estime que la charte actuelle est toujours pertinente, mais il pointe aussi des limites dans sa mise en œuvre. Elles sont liées aux nouvelles pressions en raison du changement climatique et à l'évolution des activités humaines. Ces constats ont servi de base au Conseil scientifique, au Conseil économique, social et culturel et au Conseil d'administration pour proposer des recommandations destinées à renforcer l'action du territoire. Celles-ci feront l'objet d'un vote lors d'un CA exceptionnel qui se déroulera le 22 janvier 2026. Depuis de nombreuses années, une convention de partenariat unit le parc national et les artisans bâtisseurs en pierre sèche. L'objectif, valoriser cette technique de construction et contribuer au développement de la filière. Cette année, des chantiers écoles se sont déroulés dans 7 communes du parc. Nous sommes ici à Mont-Lozère-et-Goulet, sur le site du château du Tournel. Un sentier emprunté par de nombreux visiteurs permet d'accéder aux imposantes ruines de ce château. Durant une semaine, dans le cadre de leur formation diplômante, 8 stagiaires ont réalisé un mur double parement servant de séparation, ainsi qu'une margelle, un espace où les visiteurs pourront pique-niquer. On a fait 4 chantiers écoles sur le Causse, au Vigan, à Saint-Émilion, et puis là le dernier au château du Tournel. Voilà, donc pour nous c'est vraiment un régal de faire un chantier école parce qu'il y a un aboutissement, il y a une fin au chantier et puis on travaille sur un site qui a déjà des caractéristiques et nous on vient là souligner une courbe, un dessin qui est déjà présent avec la roche. Directement on est plus motivé à finir le chantier. Alors moi je suis paysagiste de métier donc pour moi c'est un peu une spécialisation. Donc j'avais déjà fait de la pierre sèche depuis une dizaine d'années. Moi, je vais travailler sûrement dans la région ici avec d'autres bâtisseurs. Et après, m'installer en tant que paysagiste concepteur, plutôt pour faire des chantiers de restauration écologique, restaurer des milieux avec la pierre sèche comme outil, et puis le bois, et puis d'autres matériaux. Voilà. La marque Esprit Parc National a soufflé 10 bougies cette année. En Cévennes, 167 prestataires touristiques et producteurs agricoles sont engagés dans la démarche. 319 produits sont bénéficiaires de la marque. Le réseau des acteurs impliqués se dynamise progressivement. À Saint-Jean-du-Gard, une journée professionnelle a rassemblé 90 participantes et participants le 2 décembre à Maison Rouge. Un temps qui a été riche de découvertes, d'échanges et de convivialité pour célébrer ensemble cette belle réussite. 2026 sera l'année internationale du pastoralisme,
Un événement majeur pour le parc national pour plusieurs raisons. Les Causses et les Cévennes sont inscrits depuis 2011 sur la liste mondiale du patrimoine de l'UNESCO au titre des paysages culturels de l'agropastoralisme méditerranéen. Par ailleurs, le soutien au pastoralisme constitue une priorité, comme le souligne la Charte du territoire. En préambule de l'année à venir, une journée de sensibilisation des agents du parc a été organisée le 16 décembre. Après des présentations en salle, des visites ont été organisées chez 2 éleveurs. Les agents ont ainsi rencontré Gaëtan Lamorinière, éleveur de chevaux à l'affichade sur le Causse-Méjean, ainsi que Benjamin Fouilleron, éleveur d'ovins bio à Molezon. Nous vous souhaitons une excellente année 2026.